de valeur, moyen d'échange et unité de compte. Et la différence, c'est que c'est une monnaie qui n'est émise par aucune entité centrale, en cas d'espèce, qui est une banque centrale ou un État. Vous savez, quand on voit les dollars, on voit les États-Unis, les francs congolais, on voit peut-être la banque centrale congolaise, mais quand on voit Bitcoin, c'est une monnaie qui est adossée sur un protocole décentralisé, open source, comme on le dit en informatique. Alors, vous avez parlé de Bitcoin comme un moyen d'échange et de sauvegarde de la valeur. Alors, on aimerait bien savoir l'adoption de la crypto-monnaie ou du Bitcoin aujourd'hui en Afrique. Est-ce un effet de mode spéculatif ou justement c'est un besoin qui vient, c'est une opportunité qui vient répondre à un besoin structurel que les banques traditionnelles n'arrivent peut-être pas à éradiquer? Alors, j'opterai pour la deuxième option, mais j'en dirai peut-être autant, c'est un instinct de survie. Instinct de survie, comment? Justement. Alors, peut-être que je vais revenir sur l'expérience de Goma, peut-être même que mon co-débatteur pourra lui-même en parler, mais de manière générale, vous le savez peut-être, en Afrique, on a plus de 60% de la population qui reste des bancaristes. Monsieur Patient, par rapport aux avantages immédiats des crypto-monnaies, nous pouvons dire d'abord que les crypto-monnaies viennent pour quand même pallier au problème de centralisation de la monnaie. Comme Christophe l'a dit, les banques centrales et les gouvernements émettent souvent la monnaie centrale, ou soit les fiat, comme on les appelle, les monnaies classiques. Mais avec les crypto-monnaies, aujourd'hui, on se sent un peu délibéré et on peut accéder à n'importe quel marché mondial avec les bitcoins. Par exemple, si nous prenons les USDT ou soit les USDC, et avec ces monnaies numériques, parce que les crypto-monnaies, d'abord, ce sont des monnaies numériques qui sont décentralisées et souvent, elles tournent autour des blockchains. Avec ces monnaies-là, vous n'avez plus besoin d'aller à Dubaï avec des dollars ou soit des francs. Si vous êtes au Nigeria, vous n'avez plus besoin d'aller avec des naira. Et ça aide déjà à supprimer cette double conversion de la monnaie. Et donc, par rapport déjà aux avantages, il y a cette préservation du pouvoir d'achat de la population. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des courses pour changer votre monnaie, donc et supporter des frais de transaction. Et par rapport aux avantages toujours, nous pouvons dire que les bitcoins, les crypto-monnaies, ça permet de faciliter le stockage numérique. Et auparavant, et même aujourd'hui en Afrique, pour stocker de la monnaie, on a besoin d'avoir un compte bancaire, ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est bancarisé. Et Christophe a parlé du taux de bancarisation en Afrique, c'est en dessous des 58% aujourd'hui, malgré que l'inclusion financière est tellement à un niveau très élevé en Afrique parce qu'il y a déjà l'introduction des mobile money qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès aux services financiers. Et donc, avec les bitcoins, les crypto-monnaies. Quand je parlais de bitcoin, c'est une crypto-monnaie parce qu'au départ, une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui est décentralisée. Mais on a beaucoup de crypto-monnaies comme les bitcoins, les USDC, les Ethereum. Et donc, avec ça, vous pouvez aussi supprimer les frais de transaction et les frais d'échange surtout. Alors, qui dit monnaie numérique décentralisée veut dire échapper au contrôle de l'État ou comment? Et si c'est le cas, quelles sont alors les limites si cette pratique arrivait à se généraliser au sein de la population, si toute la population commence à utiliser les crypto-monnaies ou les bitcoins, quelles sont les limites si c'est une monnaie déjà décentralisée qui échappe au contrôle, par exemple, des systèmes bancaires traditionnels? OK, merci. En cas de généralisation, on risque une dollarisation numérique des dollars. Vous comprenez que dans notre pays, d'abord, nous utilisons beaucoup plus les dollars. C'est une économie dollarisée. Maintenant, quand il y a l'utilisation des bitcoins dans un pays comme le Congo, le Rwanda, le Nigeria, surtout là où il y a beaucoup d'inflation, vous verrez que, bon, la population a tendance à utiliser ces monnaies qui échappent au contrôle de la Banque centrale. Et ce qui voulait dire déjà que la masse monétaire n'est pas contrôlée. Parce que pour que la Banque centrale mène une politique monétaire efficace, il faudra qu'elle soit capable de contrôler d'abord la masse monétaire en circulation. Et donc, c'est déjà un grand défi pour les banques centrales parce que ça réduit l'efficacité de la politique monétaire de la Banque centrale et cela déjà affaiblit aussi la monnaie nationale. En parlant de la maximisation des financements agricoles de la diaspora par
la blockchain, nous pouvons dire d'abord que la blockchain a été née pour supprimer les gourmands en commission qui sont les banques. Donc, à chaque fois qu'il y a opération en banque, on doit soutirer quelque chose. Et surtout, c'est au-delà des 7%, ça dépend des taux directeurs des banques. Donc, la Banque centrale fixe un taux directeur qui permet aussi aux banques commerciales de fixer leurs taux d'intérêt. Plus le taux directeur est élevé, plus aussi le taux d'intérêt sera élevé. Et quand il y a donc ce transfert-là de la diaspora vers l'Afrique, il y a beaucoup de dollars qui s'envolent comme ça dans l'air. Et maintenant, pour maximiser ces transactions-là, normalement, on devrait passer par les blockchains. Je vais vous donner des hypothèses et puis on va évaluer les deux cas. Je vais commencer par un cas traditionnel et puis je vais l'évaluer aussi avec des producteurs de maïs ici à Goma. Et ce groupe de producteurs a besoin de financer, par exemple, ses besoins en agriculture, c'est l'achat des engrais et achat des équipements matériels. Maintenant, pour ce projet-là, ce petit groupe-là aura besoin peut-être de 10 000 dollars comme financement de départ. Maintenant, on part dans le cas où la diaspora envoie de l'argent sans passer par les blockchains. Et une fois la diaspora envoie de l'argent, les producteurs peuvent recevoir cet argent et l'utiliser dans d'autres choses, pour des consommations immédiates, les urgences des familles, vous voyez, ou soit des dépenses non productives. Maintenant, analysons les cas avec l'utilisation des blockchains. Comment ça se passe? D'abord, il y a les prélides, ou soit les préliminaires qui doivent être mis en place. Il y a création d'abord d'une plateforme là où on va faire toutes ces opérations-là. Quand il y a création de cette plateforme, sur cette plateforme, on va définir les objectifs, on va mettre le budget, et on va mettre le calendrier de production. Et donc, quand il y aura déjà création de cette plateforme va tokeniser ces projets. Et quand je parle de tokenisation, cela veut dire que les projets seront divisés en petites parts. Tous ceux qui ont fait l'économie, soit et même les petites mathématiques, finances, ils savent que dans une entreprise, quand on lance le projet, il y a une valeur nominale. Donc, une part peut valoir, je ne sais pas, 100 dollars et consort. Et donc, la tokenisation consiste à diviser les projets en petites parts. Par exemple, on peut dire un token. Les tokens, c'est jetons. C'est ça, comme un titre de participation. Un token sera égal à un financement, donc au financement d'un sac d'engrais. Si vous donnez un token, donc vous donnez un financement. Ou soit on peut dire un token sera égal à 10 dollars investis pour quelqu'un qui est à la diaspora. Ça, ce sont les prélides. Donc, on commence d'abord par créer la plateforme. Et puis, quand on crée la plateforme, on tokenise ça. On subdivise ça. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape sera de publier les projets. Quand on va publier les projets, donc toutes les personnes étant dans la diaspora vont voir les projets et ils vont souscrire. Donc, quelqu'un qui est au Canada, un Congolais qui est au Canada, aux États-Unis, en France, il peut souscrire déjà à ces projets en achetant les tokens. Donc, si tu veux, tu achètes 3 tokens pour un projet de 10. Un token égal à 10. Donc, si vous achetez 3 tokens, vous avez 30. Vous voyez? Et déjà, quand il y aura déjà cette opération-là, on va passer au smart contract. Les smart contracts, c'est quoi? Donc, dans le monde des bitcoins ou soit des crypto-monnaies, il y a des contrats intelligents qui sont créés. Et donc, il y a des crypto-monnaies qui sont uniquement créées spécifiquement pour financer les projets. C'est ça, les smart contracts. Et donc, quand il y aura le smart contract, on va dire, pour retirer de l'argent de cette plateforme, le producteur devra financer uniquement l'achat des semences, paiement de la main-d'œuvre, ainsi de suite. Maintenant, quand ça sera déjà disponible, on commencera déjà à émettre ou soit à dépenser de l'argent. C'est ça les smart contracts. Et le résultat économique, c'est quoi? Avant qu'on utilise les blockchains, on ne pourrait plus savoir est-ce que vraiment le projet a bénéficié réellement du financement prévu. Mais avec les blockchains, là, on est déjà illimité. Le producteur ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut. Vous voyez? Et donc, l'argent sera affecté obligatoirement dans le projet. C'est ça qu'on appelle tokenisation. Et donc, c'est déjà pour l'Afrique quelque chose de bon parce que la plupart des fois,
La diaspora envoie de l'argent, mais nous utilisons ça à nos fins personnelles. Mais quand on fait des projets avec des tokenisations, avec les blockchains, cela permet déjà de cadrer les projets, de financer surtout l'emploi, l'agriculture, comme on l'a dit, et cela va permettre déjà